Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Coup de Bigot. Aujourd'hui, on est dans un décor un peu inhabituel. On a la chance d'être accueillis à l'hôtel Coq à Paris, qui est un hôtel que je fréquente très régulièrement et qui nous accueille aujourd'hui gracieusement. Donc vraiment, on les remercie pour ça. Et je reçois aujourd'hui Joanne Gobal-Vatilingon. J'ai réussi ? Exactement. Tu vois, j'y suis arrivé. Qui est expert comptable ? Non, comptable. Responsable de mission. Responsable de mission, on dirait ça comme ça. Donc, en gros, ton travail, c'est tu pilotes une équipe et des clients dans un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle l'Optimiste. Oui. On a déjà reçu une de tes collègues qui fait le même métier, mais à Rennes. Toi, tu le fais à Paris. Exact, c'est ça. Ça marche ? Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton métier et sur toi en 2 mots ? Ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans le cabinet l'Optimiste et mon métier, c'est de conseiller et d'accompagner au mieux les clients dans leur gestion financière et dans leur activité. Une particularité qui m'a marqué dans ton parcours, c'est que toi, tu as travaillé pour des clients qui sont des clients aussi allemands. Oui, exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a un vrai écart entre les Allemands et les Français dans une rigueur de gestion, un truc comme ça ou pas ? Oui, exactement. C'est qu'en fait, travailler avec une clientèle allemande, c'est plutôt la rigueur qui est au centre du projet. Ok, c'est pas juste une représentation, c'est pas un mythe, c'est réel. Non, c'est la réalité. Ok, d'accord, super. Mais ce qui est très bien. Hein. Mais chez l'Optimiste, c'est l'humain qui est au cœur du projet. D'accord. Et ça change tout. Ok, super. Ça tombe bien, on va parler d'humain aujourd'hui. Exactement. On s'est dit qu'on allait parler aujourd'hui de manager en période de rush. Alors, on l'appelle comme ça, mais en vrai, pour que tout le monde comprenne, l'activité d'un cabinet d'exercice comptable, c'est il y a un système de cycle finalement qui fait que il y a une partie d'activité. Tu me corriges dès que je dis une bêtise. Il y a une partie d'activité qui est très récurrente, on va dire mensuelle, quand on fait des déclarations de TVA pour les clients, etc. Mais que par contre, il y a des activités qui sont plutôt annuelles, qui sont des activités de bilan comptable où on produit du document comptable, etc. pour les impôts, et ça, c'est quelque chose qui se fait plutôt de manière annuelle, et quand il y a beaucoup d'entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre, bah du coup, le début de l'année jusqu'au mois de mai, pour produire tous ces documents-là pour tous les clients, ça représente une grosse charge de travail. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la période fiscale. La période fiscale. Ouais. Ok. Et du coup, le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est un peu, comment est-ce que finalement, dans cette période-là, qui est une période de forte intensité, comment est-ce qu'on traite la motivation des collaborateurs à ce moment-là, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pourquoi est-ce qu'on traite ce sujet-là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que c'était un sujet intéressant pour toi ? C'est un sujet intéressant pour moi parce qu'aujourd'hui, dans les cabinets, on a du mal à recruter. Ouais. La plupart des collaborateurs qui sortent des écoles, soit ils vont dans des bigs pour apprendre le métier, soit en entreprise pour apprendre la comptabilité, mais c'est vraiment pour avoir une qualité de vie aussi importante et très bien. Ok. Ce qu'ils attendent. Et en fait, il faut arriver à maintenir les effectifs en cabinet pour leur prouver qu'on peut lier la qualité de vie, d'accord, le rapport vie perso, vie privée, et tout en apprenant, essayer de rendre le métier de comptable en cabinet attractif. Ok. Ça veut dire que en termes d'attractivité, juste pour être sûr de bien comprendre, quelqu'un qui irait bosser en entreprise et quelqu'un qui bosse en cabinet, ils font pas les mêmes natures d'activité et il y en a un qui est plus ou moins intéressant que l'autre ou pas du tout ? Alors, c'est-à-dire qu'en entreprise, on va surtout avoir, on va dire, gérer un client. D'accord. Et en cabinet, on va gérer un portefeuille client. D'accord, ok. Donc, la masse de travail n'est pas la même. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour un client, on va diversifier les activités sur un seul client en entreprise. Là, on va diversifier, mais sur un gros portefeuille.
Ok. Et du coup, c'est quoi les problématiques de motivation que vous pouvez avoir sur des collaborateurs, justement dans cette période qui est une période de forte intensité, de grosse production, etc. C'est quoi comment est-ce que ça se voit que c'est un sujet, la motivation à ce moment-là? Ça demande beaucoup d'efforts et surtout, par rapport aux travaux quotidiens, on en demande beaucoup plus. On demande plus de rigueur. D'accord. Et les deadlines fiscales sont assez importantes. On a plus de choses à déclarer. En termes de déclaratifs, il y a plus de choses à faire, notamment l'alias fiscal et d'autres déclarations en plus que d'habitude. Okay. Donc, c'est vraiment un surcroît d'activité assez important. Et du coup, en quoi ça joue sur la motivation des collaborateurs? C'est-à-dire ils ont l'impression de donner une grosse charge de travail à ce moment-là par rapport au reste du temps. Ça perturbe leur équilibre pro-perso. C'est-à-dire ça va jusqu'à dire les journées sont plus longues et du coup, il y a un sujet de motivation derrière. C'est ça ou pas? C'est ça, les journées sont plus longues. L'implication demandée est beaucoup plus forte qu'au quotidien. Ok, très clair. Bon, on va passer au travers de plusieurs, peut-être de plusieurs sujets pour comprendre ça. Le premier truc qu'on a déjà beaucoup traité dans le coup de bigot dans les épisodes précédents, mais ça reste quand même de comprendre ce que sont les leviers de motivation de chaque personne. Chaque personne en face de nous, je répète souvent, la motivation, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que du coup, les leviers de motivation de chacun sont pas du tout les mêmes. Donc, l'outil qu'on utilise souvent, qui est le CARES, pour contenu, autonomie, responsabilité, équipe, salaire, c'est de se dire, effectivement, où est-ce que chacun est positionné et de quoi chacun a besoin pour être motivé. C'est pas un exercice d'évaluation. L'idée, c'est pas de dire, tiens, sur l'autonomie, est-ce que finalement tu es très autonome ou pas? La question est plutôt, est-ce que tu as besoin d'autonomie pour être motivé? Donc, faut arriver finalement à se dire, sur chacun des axes, comment est-ce que chaque personne est positionnée. Donc, on peut arriver avec ce schéma-là que tu connais déjà, à se dire, pour une collaboratrice ou un collaborateur, le contenu de son travail, c'est très important, l'autonomie moyennement, la responsabilité moyennement, l'équipe, c'est très important, et puis le salaire, c'est moyennement important. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à comprendre, finalement, quels sont les vrais leviers de motivation pour chacun, et on peut peut-être se poser la question, la manière pour toi d'utiliser ça, c'est peut-être de se dire, est-ce que finalement ton CARES, il est le même en période fiscale et en dehors de la période fiscale? Ou de tourner la question autrement, de dire en quoi la surcharge d'activité de ce moment finalement, il vient bouleverser finalement ton CARES et tes leviers de motivation. Parce que peut-être que certains ont un besoin de gros équilibre vie pro-perso, mais d'autres moins, et que finalement ce déséquilibre entre guillemets est très gênant pour certains et ne l'est pas forcément pour d'autres. Et puis, certaines personnes pourraient très bien dire, en fait, j'aime aussi cette période parce que le contenu de mon travail est quelque chose qui est très important et je fais des choses à ce moment-là que je ne fais pas le reste de l'année et que, certes, peut-être que le rythme de travail est soutenu, mais je fais aussi des choses très intéressantes à ce moment-là que je peux pas faire autrement. Et ça, c'est très recherché. En tout cas, dans mon équipe. C'est chouette, ça. Oui. Le contenu, c'est vraiment important. Ok, super. Du coup, tu dirais que aujourd'hui, cet outil-là, tu l'as déjà utilisé avec ton équipe? C'est un truc qui fonctionne déjà? Oui, exactement. Et je le mets en pratique assez souvent, en fait, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on l'a fait une fois, vraiment en profondeur pour savoir. Enfin, du coup, j'avais photocopié la feuille de travail. Et c'est vrai qu'à chaque fois, chaque mois, j'essaye de faire ce que j'appelle un quart d'heure de contact. Super. Donc en fait, c'est une petite réunion en tête-à-tête avec le collaborateur pour savoir, déjà qu'on se parle assez souvent, de manière générale. Je suis assez disponible, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai besoin d'avoir ce petit quart d'heure où je laisse la parole libre au collaborateur et me dit ce qu'il a, ce dont il a besoin, pas besoin, ce qu'il aime pas, ce qu'il veut pas. Enfin bref, c'est vraiment liberté totale. Et j'essaie de jongler avec ça pour mettre en place des choses au quotidien. Et ça, c'est toutes les semaines? Non, tous les mois. Tous les mois, pardon. Tous les mois. Oui. Tous les mois, un quart d'heure de contact, mais en général, ça peut aussi arriver sur une heure de contact. Mais voilà, au moins, je mets une zone dans mon planning pour le collaborateur. Super bonne pratique, c'est top. Merci pour la formation. Non, mais c'est une très bonne pratique. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais d'autre pour bosser avec tes équipes? Moi, j'ai compris quand on a préparé un peu l'épisode que tu faisais beaucoup de feedback avec eux aussi pour leur dire ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Exactement. C'est-à-dire que auparavant, en général, c'est vrai que quand on redescend un dossier, le collaborateur n'est pas forcément là, soit il est à l'école, soit il a... Enfin, sur le moment où je revois le dossier, le collaborateur n'est pas là. Et c'est vrai que je me force, même si ça prend du temps, et c'est ça qui est prenant, parce qu'en fait, au final, quand on est responsable de mission, on est collaborateur confirmé au niveau technique, mais manager en plus. Donc, on a 2 métiers.
Et le métier de manager, en plus du quart d'heure de contact, c'est vraiment de prendre du temps pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et surtout de pousser le collaborateur à se dire, par exemple, Johan a fait l'effort de me dire ce qui va pas. Donc, je vais progresser, je vais tenir compte de ce qu'elle m'a dit la fois prochaine pour m'améliorer. Parce qu'au final, entre guillemets, l'objectif ultime pour le collaborateur, c'est de faire des choses que moi je fais et qu'il ne peut pas faire pour l'instant. Donc c'est ça que je propose, c'est-à-dire que un collaborateur qui est nouveau ou ancien, je lui dis voilà, tes pistes d'amélioration, ça, il faut bosser ça, mettre plus de contrôle de cohérence, surtout en période fiscale, sur certains points techniques et autres. Très bien. Et à la fin, tu auras la possibilité de faire des travaux que tu ne faisais pas avant, tels que des liasses fiscales exceptionnelles, on va dire, avec vraiment une valeur ajoutée au niveau technique. C'est-à-dire que tous les clients ne sont pas identiques. Il y a des clients qui ont, par exemple, des opérations internationales, des opérations sur titre, des choses comme ça, et de rendre attractif cette chose-là pour que, du coup, ils puissent progresser. Et donner envie aux collaborateurs de dire oui, demain j'ai envie de savoir ça. Et surtout les motiver pour savoir pourquoi ils viennent en cabinet. C'est surtout ça que j'ai besoin de savoir. Super, top. Voilà. Du coup, moi j'ai quand même une question pour toi. Quand on parle de période de rush, oui. On parle du coup d'une période qui a une grande intensité et une période qui a une moindre intensité. Est-ce que c'est clair dans la tête des collaborateurs, finalement, les indicateurs de performance qu'on va attendre d'eux sur ces deux périodes différentes? Parce que ça peut être un élément de dire si finalement j'ai des éléments d'évaluation d'indicateurs de ma performance personnelle qui sont les mêmes d'un bout à l'autre de l'année, alors que l'intensité de l'activité est pas du tout la même. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, du coup, de se dire est-ce qu'ils ont des indicateurs de performance qui sont les mêmes d'un bout à l'autre de l'année, ou est-ce que justement, c'est pas les mêmes en fonction de la période fiscale ou hors période fiscale? On va dire que la plupart des indicateurs sont identiques. D'accord. Seulement, ils n'ont pas la même importance en fonction de la période de l'année. Ok. Je vais prendre un exemple. La déclaration de TVA. Oui. J'ai des collaborateurs qui ne faisaient pas de déclaration de TVA. Ok. Donc, au début, je les forme, je leur explique, c'est-à-dire qu'ils faisaient que de la saisie, achat, vente, banque, lettrage de compte, voilà. Okay. Et au final, j'essaie progressivement, dans les mois qui sont hors période fiscale, de leur apprendre le métier de, voilà, savoir établir une déclaration de TVA, savoir quel est le process, etc., pour arriver à le faire. Ok. Une fois qu'on est en période fiscale, j'attends d'eux qu'ils sachent m'expliquer ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de faire la déclaration de TVA, mais en cas de problème sur des cadrages ou autres, d'aller encore plus loin. Donc, en gros, tu es en train de dire que dans la période qui est la période la plus cool, tu les fais monter en compétences pour que justement, au moment de la période de rush, ils soient bien en capacité de faire les travaux demandés. De faire les travaux basiques, voilà. Et de comprendre quand il y a un problème, de quelle nature est le problème pour pouvoir mieux le qualifier. Du coup, ça accélère la capacité à résoudre le problème. Exactement. Okay, sachant que, pourquoi je fais ça? Parce que déjà, on a plus de temps en dehors de la période fiscale pour expliquer, permettre aux collaborateurs de devenir plus autonomes sur certaines tâches. Okay. Et qu'en plus de ça, moi étant un peu moins disponible, j'interviens que sur les problèmes et pas sur la manière dont il faut établir la déclaration de TVA que j'ai déjà vue en amont. Ok, très clair. Très intéressant. Donc, ça joue vraiment sur le rôle de, si on reprenait la pyramide, entre guillemets, de expert, fonction, personne, tu as vraiment basculé de je suis l'expert qui va répondre techniquement aux questions à je t'ai fait monter en compétence pour que moi, je t'aide à résoudre le problème, mais finalement, je suis pas l'expert qui va t'apporter la réponse. C'est ça. Excellent. Ok. Du coup, moi, je vais te proposer un autre outil qui est un outil qui permet de se dire jusqu'à où et à quel moment le manager va intervenir dans la résolution du problème avec le collaborateur. Souvent, la difficulté qu'on a, c'est d'essayer de faire réduire finalement le volume des sollicitations, de se dire entre être sollicité tout le temps et la capacité à être sollicité que finalement sur l'essentiel. Donc tout ce que tu as déjà fait, ça y contribue beaucoup pour le coup. Là, c'est quand même très très chouette. Mais là, il y a un autre sujet, j'aime beaucoup cet outil qui est beaucoup utilisé par c'est un peu inspiré des assureurs finalement, qui en gros disent, face aux différentes situations que je vais rencontrer, est-ce que la situation va avoir un gros impact ou pas? Est-ce que la situation va se reproduire très fréquemment ou pas? Donc en gros, ça dit un peu une situation qui a beaucoup d'impact, mais qui arrive pas très souvent, c'est typiquement une usine.
chez les assureurs, là, c'est l'idée d'une usine qui explose. Bon, bah, en vrai, ça n'arrive quasiment jamais. OK? Mais quand ça arrive, l'impact est colossal. À l'opposé, il y a le fait qu'un dossier soit pas à jour. Ça arrive, par exemple, que on ait une mauvaise adresse qui soit renseignée dans un dossier. Bon, bah ça, c'est une petite erreur, c'est un petit problème. Ça a très peu d'impact, mais par contre, ça arrive très souvent. Et puis alors après, évidemment, tu as des cas où bah, ça arrive souvent et ça a beaucoup d'impact. Cette idée-là, elle permet de caler les différentes situations dans lesquelles le manager peut intervenir face aux problèmes pour voir dans quelle mesure il laisse le collaborateur fonctionner tout seul, dans quelle mesure l'équipe doit travailler ensemble et dans quelle mesure c'est le manager qui doit répondre. En gros, on se pose du coup la question avec l'idée de la fréquence, donc l'impact, c'est de dire bah, si c'est grave ou pas grave, donc plus c'est grave, plus le manager a quand même intérêt à être impliqué. Et la fréquence finalement et l'occurrence, on se pose la question de est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire travailler les gens et réfléchir les gens parce que la situation va se reproduire ou pas. Si c'est une situation qui arrive jamais ou quasiment jamais et qui se reproduira jamais, bon bah peut-être que c'est pas la peine de passer du temps sur ce sujet-là. Donc en gros, j'ai essayé de le répartir en 4 cases en me disant quand l'impact est très faible et que ça revient pas très souvent, bah globalement, je laisse le collaborateur se débrouiller tout seul en fait, même s'il fait une erreur, c'est pas très grave, l'impact est tellement bas qu'en fait c'est un non-sujet. Si par contre l'impact est fort mais que ça se reproduit pas très souvent, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il apprenne de ce truc-là? Comme ça va pas se reproduire, il n'a pas vraiment besoin d'apprendre quelque chose. Donc là, c'est une situation dans laquelle, bah, oui, en tant qu'expert, je peux répondre, il y a un truc que je sais, que lui sait pas. Il n'y a pas besoin de capitaliser sur le sujet, ça va pas se reproduire, c'est pas très grave. Après, quand on rentre dans l'occurrence qui remonte, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que si tu te dis, ça va se reproduire très souvent, mais par contre, ça n'a pas beaucoup d'impact, là, on peut se dire, OK, peut-être que l'équipe peut travailler en autonomie directement, en se disant, bah tiens, moi j'ai ce problème-là, vous avez peut-être ce problème aussi, on réfléchit ensemble. Quelle que soit la solution qu'ils vont trouver, ils n'ont pas vraiment besoin de toi, parce que quelle que soit la solution qu'ils vont trouver, ils vont forcément trouver des bouts d'informations à droite ou à gauche, l'impact reste très faible. Et puis le dernier cas, c'est celui où bah, ça a beaucoup d'impact et ça va revenir très souvent. Mais là, pour le coup, il y a probablement intérêt à faire un travail collectif, mais là, avec le manager. Parce que pour le coup, là, le manager a intérêt à apporter des choses, mais pas en tant que uniquement expert qui prend une décision, mais probablement plutôt comme étant, je participe au débat, je guide effectivement vos réflexions, mais c'est ensemble qu'on trouve une solution aux problèmes qu'on va rencontrer. Et une fois que j'ai fait ça, le jour où la situation se reproduit devant moi, bah, du coup, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. C'est ça. Et t'es plus sollicité. Oui, c'est vrai que dans ce cas-là, nous, ce qu'on pratique bien, c'est qu'on est dans un open space. Donc, en fait, tout le monde est autour de la table et tout. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de questions entre apprentis, collaborateurs, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que y a personne qui reste dans son coin en disant je sais pas faire, je vais peut-être chercher de mon côté, etc. Tout le monde parle. Ok. Donc, en fait, j'entends tout. D'accord. Et aussi n'importe quoi. D'accord. Et c'est ça qui est drôle. Parce que j'entends peut-être des apprentis demander à une autre collaboratrice, etc., qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et parfois, j'entends, non, on dit pas ça, Joanne, on va chercher tout seul. etc. C'est bon, ça. Et oui, et je les entends. Et du coup, quand je vois qu'ils sont un peu perdus, je laisse des petits faisceaux d'indices, histoire que ça puisse les orienter vers la bonne solution. Et effectivement, je les laisse travailler tout seuls. C'est super. Et voilà. Et quand je vois que là, ça bloque, là, par contre, j'interviens. C'est en général comme ça qu'on fonctionne. Ok, super. Je comprends que tu as aussi d'autres bonnes pratiques dont je veux bien qu'on parle. C'est pour rendre le travail de tes collaborateurs plus intéressant, qui comprennent effectivement l'enjeu. Tu m'expliquais quand on a préparé le rendez-vous là que tu les emmenais chez un client plus souvent que tu n'as pu le faire par le passé ou que d'autres le feraient. Explique-nous ça. En quoi ça renforce finalement l'intérêt de leur job? Ça le renforce parce que c'est vrai. Alors déjà, j'ai 2 trucs par rapport à ça. C'est que dans l'équipe, au début, il y avait apprenti qui faisait la saisie, puis collaborateur junior, collaborateur confirmé, responsable de mission. J'ai tout mis à plat. D'accord. Alors, peut-être qu'au niveau salarial, dans la grille de rémunération, ce sont des apprentis, mais par contre, pour moi, tout le monde est collaborateur. C'est-à-dire que tout le monde a un portefeuille. Même les apprentis, j'ai fait de telle sorte que ce soit des binômes et que quand il y en a un qui est là et l'autre qui est absent, etc., ce soit toujours quand même le portefeuille d'une seule personne. D'accord. Donc, ils sont déjà responsabilisés en termes d'organisation. Ils considèrent bien que s'il y a une erreur qui est commise, même s'ils sont apprentis, c'est de leur responsabilité à eux. Voilà, c'est le binôme. Okay, très clair. Et du fait que ce soit comme ça, je leur permets de faire des travaux autres que saisie, achat, vente, banque, lettrage des comptes.
et envoie des points en suspens aux clients. C'est vraiment leur dire, vous savez faire les achats, vous les faites. Maintenant, on voit ce qu'il y a derrière. Et le fait de justement leur dire, vous arrêtez de faire de l'assistanat, c'est pas du dépannage, vous êtes responsable de votre dossier, vous savez ce qu'il y a dedans, je les emmène jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pour ça que effectivement, je les emmène au rendez-vous client. Ok. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de comprendre pourquoi leur saisie elle est bonne et surtout pourquoi elle est fausse et pourquoi demain il faut qu'elle soit bonne. Ok. Parce que si je dis aux collaborateurs, tu m'as saisi les achats ou les ventes à l'envers, ils ont lettré les comptes, hein. Les achats ou les ventes sont à l'envers. Moi, ça me pose problème. Mon chiffre d'affaires n'est pas bon. C'est les moins qui sont dans les plus et les plus qui sont dans les moins. On a rentré les choses dans le mauvais sens. Voilà, exactement. Okay. Donc, cadrage de TVA, je perds un temps fou et en fait, c'était à l'envers, etc. Donc, eux, ils voient pas tout ça. Mais si je leur dis, faites-moi la TVA, ils disent, ah bah non, j'ai mis les achats et les ventes à l'envers. Le mois prochain, ce sera à l'endroit. D'accord. Et tout va comme ça, en fait. Et surtout qu'on donc, tu joues sur les deux axes, de dire, je leur fais rencontrer un client, ils comprennent le dossier dans sa globalité, donc ils ont compris le contexte. Ça. Exactement. Et comme ils maîtrisent l'intégralité de la chaîne, là où c'était très découpé avant, si jamais ils font une erreur dans ce que tu appelles le lettrage des comptes, etc., oui, bien sûr. En amont, quand on va se retrouver, quand ils vont devoir faire l'étape suivante, qui serait de faire une déclaration de TVA, leurs données seront incohérentes et ça va pas marcher. C'est ça. Ok, donc tu les responsabilises sur l'ensemble de la chaîne. Oui. Okay. Non, parce qu'ils sont très demandeurs. Ils me disent oui, à l'école je vois les écritures CCA, PCA, enfin bref, des écritures de cut-off. Ok, c'est normal que je comprenne pas ce que tu dis. Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc du coup ils me disent oui, à l'école il y en a qui font ci, qui font ça. Je dis ok, fais-le. Je vais t'expliquer comment on fait, pourquoi tu le fais. Et en fait c'est beaucoup plus simple de les mettre en situation que de leur dire oui, tu vas me passer telle écriture. Okay, parce que en gros, tu les mets dans une situation de responsabilisation et pas dans une situation d'exécutant en réalité. Exactement. Ok, très clair. Très clair, c'est top. Et puis ils sont contents aussi d'aller voir les clients parce que apparemment ça se faisait pas avant. Donc, oui. Et le dernier truc dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est que il y a une phrase qui m'a marqué quand on a préparé le rendez-vous, c'est que tu me dis, je leur explique comment je réfléchis. Oui. Alors ça, c'est un conseil que je donne souvent à des managers dans un système de délégation, de dire, en fait, quand tu délègues une responsabilité à quelqu'un, un client, un gros dossier, où il va devoir prendre des décisions, faut que lui comprenne, ça veut pas dire qu'il va le répliquer, mais faut qu'il comprenne comment est-ce que toi, tu analyses la situation, sur quelle nature d'indicateurs tu prends tes décisions. Du coup, je comprends que c'est un peu ça que tu fais, mais raconte-moi derrière, ça veut dire quoi? Je leur explique comment je réfléchis. Oui, en fait, c'est ce que j'appelle le watch and learn, quoi. C'est vrai. Ok. C'est-à-dire que on va rencontrer une difficulté sur un sujet, sur un dossier, et c'est-à-dire que comme je leur explique, je ne sais pas tout. Par contre, ce que je peux leur apprendre, c'est comment trouver la solution. Ok. C'est-à-dire que on rencontre un problème, on va voir la documentation, que ce soit comptable, fiscal, etc. Ou alors le support qu'on nous donne, il n'est pas forcément adéquat à traiter. Donc, du coup, on passe en général sur Excel, etc. Donc, je donne des tips, les raccourcis clavier, etc. Mais je leur montre vraiment comment je réfléchis. C'est-à-dire que c'est une page blanche. Je n'ai pas de process parce que c'est quelque chose d'inconnu et on le fait ensemble. Et ça les fait pas paniquer du tout. Parce que parfois, le manager a tendance à être dans une position très d'expert sachant. Et là, ils découvrent finalement, tu leur livres que, oui, il y a des trucs que je ne sais pas non plus. Oui. Et ça les panique pas. Mais non, mais c'est important en fait Mais je partage ça. C'est-à-dire que si on met le manager sur un piédestal et qu'en fait on dit oui, le manager c'est tout, on va lui poser la question. Mais non, c'est pas la réalité. Okay. Il faut justement, je leur dis que je sors de ma zone de confort. Ok. Je suis un collaborateur comme tout le monde, comme les autres. Même si je gère une équipe, comme me disent mes collaboratrices, c'est vrai, je suis chef d'orchestre, donc si Joanne n'est pas là. et c'est vrai qu'il faut leur montrer que c'est du réel, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Okay. C'est atteignable. Parce que si ils se disent « Ah ben non, j'y arrive pas, mais Joanne, elle sait faire », eh ben, ça va rester dans ce statu quo. Alors que j'ai besoin qu'ils se disent « Non, Joanne, elle ne sait pas tout faire, mais par contre, elle va trouver la solution, on va la trouver ensemble, et après, ce sera plus facile à retenir. » Donc la démarche. Tu es vraiment dans la logique d'apprentissage permanent. Je t'explique pas comment il faut résoudre le problème, mais on va essayer de trouver une solution ensemble. Oui, tout à fait. Top, super. Et Joanne, on arrive à la fin de cet épisode. Oui.
Du coup, qu'est-ce que tu retiens? Tu repars avec quoi de cet épisode? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils, des nouvelles notions qui t'intéressent? Oui, bah, je pense que je vais continuer à m'exercer en management selon tes tips que tu nous donnes à chaque fois, qui sont vraiment top. Et franchement, à chaque fois, j'essaie de les mettre en application et je vois ce que ça donne sur l'équipe et c'est vraiment super. Je vois que t'en fais beaucoup plus que ce que je peux dire quand même. Hein. Mais en même temps, comme je te dis, c'était les premières formations que j'ai eues en management et enfin, c'est vraiment les clés du succès. Donc après, ça ouvre la porte et je me dis finalement on peut faire ça et du coup après les idées ça déborde. Bon bah c'est top. Donc du coup en synthèse, moi ce que je retiens c'est il faut bien responsabiliser les collaborateurs, il faut effectivement bien se mettre dans une position qui est une position de je t'aide à trouver des solutions et pas je t'apporte la solution toi-même. Il faut les responsabiliser collectivement, il faut leur donner pour ça une très bonne vision du contexte et de l'enjeu du client et les mettre en situation d'assumer finalement les conséquences de ce qu'ils ont fait. Quand ils se trompent à un endroit, c'est bien eux qui font l'étape d'après. Donc il y a un truc de la complétude. Donc c'est effectivement très intéressant. Merci beaucoup Joanne d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'en prie. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Merci aux équipes du Cocoten qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et à bientôt dans un prochain épisode du Coup de Bigot. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.